Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Ce samedi, c'est le samedi de PEA, donc on va parler des actions françaises, on va faire un tour de notre portefeuille des actions éligibles PEA et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous présenter des nouvelles idées d'investissement dans notre portefeuille PEA. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos et merci de ne pas oublier des likes parce que pour moi c'est très important pour faire développer cette chaîne gratuite. Je vous rappelle également qu'il existe la chaîne Telegram sur laquelle vous pouvez vous inscrire et le lien se trouve dans la description à cette vidéo. Je vais commencer traditionnellement par la situation macro. Je vous rappelle que le projet Mind Cash, c'est trois piliers, l'analyse macroéconomique, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Il y a les vidéos du dimanche qui s'appellent le café du dimanche où nous faisons un point détaillé sur la situation macroéconomique et les grandes tendances boursières. Aujourd'hui, je dois juste vous rappeler où nous en sommes par rapport à la situation globale, par rapport au big picture, comme on dit parfois. Donc les indices des pays développés sont quasi tous au plus haut historique ou proche de leur plus haut historique. Donc c'est évidemment assez difficile à choisir les actions dans ce contexte. J'ai quand même préparé quelques idées intéressantes. Il faut être sélectif, il faut choisir des valeurs qui ont encore du potentiel dans le contexte des marchés qui sont considérés par certains, y compris moi, comme surachetés. Dans ma dernière vidéo du Café du Dimanche, je vous ai parlé que je m'attends à une certaine correction au mois de mai. Donc probablement cette année, la fameuse phrase « Sell in May, go away » va probablement fonctionner. Et donc, ça rend les choses encore plus difficiles parce qu'on est au plus haut, mais ma vision globale sur les marchés, elle est un peu baissière à court terme. Je répète à court terme parce que je ne m'attends pas à un crack financier ou à une chute boursière, je m'attends à une correction normale dans un marché haussier. Donc évidemment, choisir les actions dans ce contexte, c'est encore davantage plus difficile. Maintenant, nous passons directement au portefeuille et nous allons revoir quelles sont les positions ouvertes actuellement dans le portefeuille PEA que je vous présente tous les mois, quelles sont les évolutions des titres et quelles sont les actualités principales par rapport aux titres que nous avons déjà dans le portefeuille. Donc voilà, vous avez le portefeuille sur votre écran. Les lignes sont triées par le poids dans le portefeuille. Je vous répète toujours que l'information principale que je vous montre ici, ce n'est pas les montants, parce que les montants sont théoriques. Chacun décide combien il veut investir en somme absolue. Tout ce que je vous présente ici, c'est purement à titre d'exemple. Mais la colonne qui est la plus importante, c'est le value weighting. Donc, c'est le poids de chacune des lignes dans ce portefeuille et ça c'est la base de la gestion de risque. Donc vous devez gérer l'exposition en fonction du risque de tel ou tel dossier dans lequel vous investissez, d'une entreprise dans laquelle vous investissez et surtout c'est ce pourcentage que vous devez respecter au sein de votre portefeuille. Après évidemment vous pouvez choisir d'autres valeurs, c'est un exemple de gestion de portefeuille parce que moi je ne suis pas un conseiller financier, je ne peux pas vous conseiller qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, vous décidez vous-même. Et ça, je vous présente les idées que moi je vois parmi les actions qui sont éligibles au PEA. Donc là, l'exposition principale, c'est du cash. Donc là, je vous montre toujours que je suis largement en cash actuellement parce que j'attends d'avoir des opportunités sur le marché à saisir. La ligne principale après le cash, c'est Danone. Donc Danone, c'est une action qu'on a fait rentrer dans le portefeuille le mois dernier. Donc aujourd'hui, il montre une performance d'1% seulement, donc c'est presque rien du tout. Par rapport aux actualités concernant Danone, ce mois-ci, au mois de mai 2021, ils doivent fournir plus d'informations par rapport aux nouveaux dirigeants parce qu'ils sont en train de changer le PDG. Ça reste toujours la première pondération, donc 1%, on va dire la bonne performance symbolique du portefeuille. La deuxième ligne, ça c'est vraiment un peu la malheur de portefeuille Mind Cash, c'est bioMérieux. Ça c'est une société qui est spécialisée en diagnostic in vitro, qui est considérée par on va dire, par la catégorisation boursière comme une biotech. Après, je ne sais pas si on peut vraiment considérer bioMérieux comme une biotech. Dans tous les cas, ma position reste la même. Donc là, je suis toujours convaincu dans cette entreprise. Les ratios sont très bons. Cette entreprise, elle a été spécialisée dans la diagnostic de Covid. Donc évidemment, c'était une valeur Covid. Je l'ai rentrée comme une des premières lignes dans mon portefeuille. Et maintenant, avec la vaccination, avec la sortie présumée de la crise de Covid, même si pour moi, comme vous le savez, si vous suivez les cafés du dimanche, que je ne suis pas encore convaincu qu'on est sorti de cette affaire, bioMérieux, il était sur le premier plan pendant la crise de Covid, mais maintenant, sur beaucoup de valeurs, la prime Covid est en train de partir. Donc, et malheureusement, cette valeur que j'aime toujours, j'aime beaucoup Société bioMérieux, je vais la garder à long terme. Cette prime Covid est en train de partir et évidemment elle voit son cours de bourse baisser
mais pour moi, ça ne me remet pas en cause l'idée d'investir dans cette belle valeur. Ce mouvement baissier était accéléré par une annonce de la révision des objectifs de croissance à 9,9% dans la dernière communication, et ça fait davantage chuter le titre bioMérieux. Juste pour vous confirmer l'idée, c'est que moi je reste investi dans bioMérieux, je n'augmente pas mon exposition parce que j'en ai déjà fait dans une des précédentes vidéos, donc l'exposition de 2% dans mon portefeuille elle est suffisante et je n'ai plus de marge de manœuvre pour augmenter l'exposition sur cette valeur de cette catégorie. Rubis, pas grand chose à dire, Rubis c'est un investissement dans le secteur énergétique. J'avais aussi Total à côté, beaucoup m'ont critiqué pour devoir vendu Total à 38 euros. C'est vrai que je l'ai fait un peu tôt, mais bon, ça c'était ma décision personnelle. Ensuite, Rubis, je la garde toujours parce qu'ici, il y a non seulement le pari sur les prix de pétrole, mais aussi le pari sur les stockages qui sont assez recherchés après les histoires de printemps dernier. ST Microelectronics, c'est une des valeurs que vous me posez souvent des questions sur Telegram. Est-ce qu'il faut renforcer? Est-ce qu'il faut éventuellement vendre? Parce que cette valeur, elle a subi des dégagements assez importants suite à une petite correction des marchés que nous vivons actuellement. Moi, je reste convaincu dans le secteur des semi-conducteurs. Donc, nous vivons actuellement une grande pénurie des semi-conducteurs dans l'économie. Bon, il y a beaucoup de développement technologique actuellement et ce secteur, elle est vraiment au centre de l'enjeu de la digitalisation actuelle. Et donc, pour moi, il est hors de question que je me sépare de ST Microelectronics au cours actuel. Bon, pour l'instant, ma position elle est gagnante. Le mois dernier, on était beaucoup plus gagnant qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, cette baisse, ça ne me fait pas peur. Renforcer ou pas, ça c'est une bonne question. Après, si je n'avais pas d'autres portefeuilles d'actions, dans ce cas-là, moi je dirais peut-être oui, je pourrais le renforcer. Mais comme vous le savez, je présente systématiquement mes deux autres portefeuilles également. Donc c'est le portefeuille rentier et mon portefeuille personnel, où j'en ai aussi des semi-conducteurs, notamment Soitec. Ça c'est aussi une valeur française où j'ai quand même une position assez importante. Je me considère d'être suffisamment exposé sur le secteur des semi-conducteurs, mais je pense que ça peut être une bonne idée de se renforcer à ces niveaux-là, même si moi je ne le fais pas dans ce portefeuille PEA actuellement. Donc à vous de voir si vous voulez vous renforcer. Moi je trouve que le prix est intéressant, surtout que ST Micro a gagné encore de nouveaux contrats d'après son grand client Apple et surtout pour le modèle iPhone 12. OB et Alten, on va les regarder ces deux SS2I ensemble. Ça ce sont des investissements récents que nous avons fait au sein de portefeuille PEA et ces deux investissements qui ont littéralement explosé juste après que j'ai passé l'ordre en bourse. Donc peut-être un petit peu, on a eu de la chance, certes, mais en tout cas, ça fait plaisir que depuis même pas 2 mois, Alten, je l'ai fait rentrer le mois dernier, si ma mémoire est bonne, et OB il y a 2 mois. Et donc là, on voit déjà presque 19% et presque 10% respectivement. Donc ça, c'est vraiment un très très bon investissement. Ensuite, Euronext. Euronext, actuellement, représente une opportunité, mais mon exposition déjà proche d'1%, j'aimerais bien monter jusqu'à 2%. Pourquoi il a baissé? Il a baissé tout simplement parce qu'ils sont en train de faire une augmentation de capital. Traditionnellement, cette opération est mal vue par les investisseurs car elle est considérée comme une opération dilutive pour les actionnaires, même si ce n'est pas tout à fait vrai parce que vous recevez les bons de souscription quand il s'agit d'une augmentation du capital. Pour moi, c'est une presque catégorie A. Je dis presque parce que pour moi, la catégorie A, ce sont des places de marché qui traitent les produits dérivés comme les futurs, style CME, mais les places de marché des actions, surtout les places aussi grandes comme Euronext, pour moi, c'est l'entrée de gamme de la catégorie A des actions. La catégorie A, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les meilleures sociétés au monde. Donc la liste, vous pouvez trouver sur ma page Facebook. Et Euronext, pour moi, c'est quasiment la catégorie A. Donc c'est juste parce qu'il y a un petit peu plus de concurrence entre les places des marchés des actions qu'entre les places des marchés qui traitent les produits dérivés. Donc il est un peu plus difficile d'avoir une position dominante, de devenir ce qu'on appelle moite. Euronext, il a de concurrents, mais quand même, ça reste un marché extrêmement oligopolistique avec des barrières d'entrée très élevées. Je passe rapidement la société Boiron, où il y a eu pas mal de volatilité ce mois-ci parce qu'ils ont publié leur chiffre d'affaires après
le déremboursement de la homéopathie par la sécurité sociale. Ça c'est le chiffre que nous avons entendu avec impatience, voir l'impact sur le chiffre d'affaires de Boiron, ce changement réglementaire qui menaçait effectivement le business model du groupe. Je vous rappelle que mon pari, c'était que l'impact sera moins important que les marchés ont intégré. Et au début, ils ont annoncé une chute effectivement de chiffre d'affaires qui était largement attendue. Cette chute s'est vite calmée et l'action repartit à la hausse et maintenant elle a rebaissé un petit peu avec la chute générale des marchés. Ma position par rapport à cette action ne change pas pour le moment. J'attends voir le deuxième trimestre. J'attends voir si la chute de chiffre d'affaires continue. Pour moi, c'est surtout ça qui est le plus important pour décider si je veux rester investi dans cette valeur. Synergy, c'est un spécialiste dans le travail temporaire. C'est un des investissements récents également. C'était le mois dernier que j'ai décidé d'investir dans cette valeur. Bon, j'ai juste eu de la chance avec le timing. Bon, je ne veux pas trop me frimer, donc 30% sur un mois, c'est vraiment excellent. Mais bon, évidemment, c'était un tout petit peu de la chance. Ensuite, Pharmagest Interactif, c'est un spécialiste de la digitalisation des pharmacies. Donc ça, c'est le service médical et le service technologique à la fois. Donc c'est une de mes valeurs préférées, mais par contre, il y a des ratios qui sont très chers. Et c'est une des premières actions que j'ai achetées quand j'ai démarré ce portefeuille PEA. Donc actuellement, nous sommes à 22%, mais je vous rappelle, on était à plus 50% à un moment donné, donc c'est pas spécialement une très très bonne nouvelle ce mois-ci. Donc là, on a vu beaucoup mieux en termes de plus-value sur la société Pharmagest Interactif. Et la société Aquila qui ferme la marche de portefeuille PEA, et c'est une des premières valeurs que nous avons achetées. Je vous répète toujours que c'est une action très illiquide, donc il faut faire beaucoup attention si vous voulez investir dans cette valeur. C'est un spécialiste de la sécurité. Voilà, maintenant nous passons à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous présenter des valeurs dans lesquelles je voudrais investir ce mois-ci et les valeurs qui sont éligibles au PEA. La première valeur de ma sélection que je vous présente aujourd'hui s'appelle NEO. Bon, je ne sais pas si je prononce bien. C'est un spécialiste des énergies renouvelables, plus exactement de la génération de l'électricité des sources renouvelables. Donc vous savez parfaitement, si vous suivez la chaîne Mind de Cash depuis un certain temps, que c'était un secteur qui a attiré mon attention depuis un moment, mais ce secteur il est resté très très cher pendant très longtemps, surtout pendant l'année 2020. Actuellement, ce secteur a subi une forte correction sur les marchés financiers, y compris aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et on peut commencer à chercher des opportunités dans ce secteur qui était largement surévalué à la fin de l'année 2020. Et donc là, je commence par cette entreprise. C'est mon deuxième pas dans le secteur des énergies renouvelables. Il y en a encore une autre valeur que j'ai achetée dans mon portefeuille principal que je vais sans doute présenter dans la prochaine vidéo portefeuille Mind de Cash. Neon, c'est une société en pleine expansion, mais c'est une société qui a déjà du chiffre d'affaires, donc ce n'est pas la catégorie D que je vous présente aujourd'hui, c'est la société qui fonctionne déjà, qui a déjà des capacités de fournir de l'électricité à partir des sources renouvelables. Donc on va regarder tout de suite les ratios de cette entreprise. Donc quand nous analysons les catégories C, les entreprises de la catégorie C, il faut quand même faire attention qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel ratio. Donc par exemple, quand vous voyez le PER à 1800, donc c'est plus que Tesla, donc ça ne va pas forcément dire que cette action elle est surachetée. C'est tout simplement parce que le marché valorise la croissance potentielle de cette entreprise. Price to sales. En revanche, ce ratio il est important pour les entreprises de la catégorie C. Ça montre combien d'années de chiffre d'affaires représente la valorisation actuelle. Donc on est presque à 13 ans de chiffre d'affaires, mais c'est quand même aussi à prendre avec des pincettes parce que le marché s'attend que le chiffre d'affaires de cette entreprise augmente de manière très significative dans les prochaines années parce qu'il y en a beaucoup d'attentes par rapport au secteur des énergies renouvelables. Il y a beaucoup d'investissements qui vont dans ce secteur et donc évidemment c'est surtout le chiffre d'affaires qui va augmenter et en baissant ce ratio par la suite. Les marges brutes sont vraiment encourageantes, donc on est proche de 100%, donc c'est une entreprise potentiellement très rentable. La marge nette elle est beaucoup inférieure parce qu'évidemment il y a beaucoup de coûts de déploiement de leur business model, coûts d'infrastructure, donc ça c'est normal qu'il y a une grande différence entre la marge brute et la marge nette, mais quand on vend la marge brute aussi importante, c'est-à-dire que ça nous laisse beaucoup de marge de manœuvre pour cette entreprise pour optimiser les coûts et augmenter leur marge nette. Cette entreprise elle a déjà du chiffre d'affaires et du résultat, donc vous pouvez voir que les rentabilités ne sont pas négatives comme c'est le cas pour beaucoup des entreprises de ce secteur, donc on peut déjà commencer à se projeter avec des revenus réels, avec du cash flow réel, même si évidemment les rentabilités restent super faibles,
mais évidemment en investissant dans Néo, j'attends que ces ratios s'améliorent avec le temps. Voilà, donc là je vais regarder maintenant sur Guru Focus pour voir l'évolution de leurs fondamentaux sur dernières années. Comme vous pouvez voir sur votre écran que depuis 2015, donc ce secteur il est quand même assez récent, donc on ne peut pas aller très loin dans l'historique, le chiffre d'affaires elle était en permanente croissance, donc pour atteindre presque 300 millions d'euros, moi j'imagine que c'est un euro, en décembre 2020. Et cette croissance de chiffre d'affaires va probablement s'améliorer dans les années à venir. On voit la même tendance pour EBITDA et pour les profits, donc tout est en augmentation, donc on peut dire que tous les flux financiers augmentent pour cette entreprise. Les marges brutes restaient toujours très très élevées, et notez que la marge nette elle est en croissance permanente également, donc cela veut dire au fur et à mesure de son développement, l'entreprise améliore sa structure en l'optimisant les coûts, en rendant la marge nette plus confortable. Ensuite, je regarde aussi le Total Equity, donc ça c'est les fonds propres de l'entreprise. Ici, il ne faut pas être trop exigeant parce que l'entreprise elle est en pleine croissance, donc ils peuvent être plus ou moins endettés d'une année à une autre. Mais même là, nous voyons la croissance systématique de fonds propres de l'entreprise, c'est-à-dire que les actifs augmentent plus vite que les passifs. Donc ça, c'est aussi un très bon signal. Donc pour le reste, après, c'est pas la peine de le regarder parce que c'est de la catégorie C, c'est une société de croissance, donc il faut se projeter, il faut acheter pour l'avenir et espérer que cette valeur ne va pas nous décevoir dans ces prochaines années. Il va trouver sa place dans ce secteur d'énergie renouvelable. Et je vous rappelle que c'est un pur player parce que moi, je vois deux façon d'investir dans les énergies renouvelables. Soit nous achetons des grosses entreprises comme par exemple Total ou BP et nous espérons que ces entreprises vont faire la croissance externe, donc racheter des autres entreprises, notamment éventuellement Néo, et ainsi s'installer dans le secteur des énergies renouvelables. Je pense que nul doute que les énergies renouvelables, c'est l'avenir, que c'est ça qui va remplacer un jour, je ne dis pas que ça va arriver demain, mais ça va un jour remplacer les énergies traditionnelles. Mais par contre, on ne sait pas qui va être le gagnant parce qu'il y en a beaucoup d'entreprises qui se lancent, notamment aux États-Unis, et on ne peut pas savoir en avance qui va être vraiment le leader dans ce secteur porteur. Donc probablement, ça sera toujours le même leader comme Total et BP, ou bien ça sera un nouveau leader qui va émerger, et en achetant Néon, on espère que Néon, ça sera au moins un des prochains leaders. Voilà, donc ma première acquisition de ce mois-ci, ça sera Néon. Je vais quand même jeter un œil sur l'image technique, vous allez voir que c'est assez impressionnant. Je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit que ce secteur a subi une certaine correction, donc pour Néon, cette correction, elle est allée de 64 € jusqu'à 34 € actuellement, donc elle était divisée par 2, purement simplement. Et donc là, on peut se poser des questions, est-ce qu'il y a des raisons? Moi, j'ai creusé, en fait, j'ai regardé dans le bilan, j'ai regardé les actualités de cette entreprise. Pour le moment, je ne vois pas de problème dangereux, typiquement genre une fraude comptable, quelque chose qui peut vraiment enterrer l'entreprise. Et donc, moi, je pense que c'est tout simplement lié au vraiment de dégagement de ce secteur qui était largement suracheté l'année dernière et début de cette année. J'ai pas investi l'année dernière dans le secteur de renouvelables parce que vraiment les valorisations étaient tellement incroyables que je ne pouvais pas me permettre de me lancer dans ce secteur, même sur des valeurs les plus prometteuses, parce que vraiment acheter des sociétés dont le PER il était à 2000, à 3000, 4000, donc c'était quand même assez compliqué, pour moi en tout cas c'est pas ma philosophie d'investissement, mais au cours actuel, je pense qu'on peut commencer à chercher des opportunités dedans, et je vous invite également aussi à regarder dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, il y en a pas mal d'opportunités dans ce secteur à saisir actuellement. Voilà, donc là j'ai décidé d'acheter Néon ce mois-ci, même malgré la baisse. Je pense que cette baisse devrait s'arrêter à un moment donné, parce que là déjà je ne vois pas jusqu'à où on peut monter. Je vais essayer de regarder un peu plus loin le graphique. Voilà, donc là on a bien corrigé. C'est difficile de chercher les supports à ces niveaux-là, parce que vraiment, la valeur, elle est très baissière, mais on peut envisager le support à 33, donc là, on n'est pas loin. Et je pense que de point de vue momentum, on est quand même assez bien placé. Donc,
Je vous invite à regarder aussi les RSI, ce sont des RSI long terme. Donc on restait pendant des années, en fait bon, 1 an et demi dans la partie haute du canal RSI, et là on est redescendu au canal bas, donc c'est-à-dire que vraiment à long terme, probablement nous sommes en train d'observer une certaine survente sur ces valeurs des énergies renouvelables. Voilà, donc Néon, ça sera ma première sélection. En termes d'exposition, combien je vais l'acheter? Je vais communiquer évidemment sur la chaîne Telegram quand et combien d'actions de Néon je vais acheter. Je pense que je ne vais pas allouer plus de 0,5% dans mon portefeuille, donc ça sera une petite position. Et la raison pourquoi ça sera une petite position, tout simplement parce que cette baisse quand même, ça me fait un peu peur. Donc la logique est suivante, qu'on peut faire l'analyse fondamentale, mais on ne peut pas connaître en détail qu'est-ce qui se passe au sein de l'entreprise. S'il y a une baisse aussi marquée, une baisse aussi évidente, donc c'est-à-dire que le marché nous dit que je ne veux pas cette valeur, je n'aime pas cette valeur, et probablement il y a une raison, et très probablement il y a une raison qui n'a pas été communiquée. Donc il y a toujours ce risque. Le cours actuel est attractif, en tout cas, elle me paraît attractif, mais en tout cas, il y en a toujours ce risque que un jour, on va nous présenter une actualité interne qui n'a pas été encore connue d'avance au moment qu'on a acheté. Donc, mais qui ne risque pas ne gagne pas, donc c'est-à-dire il faut faire son choix. Moi, je fais le choix de allouer 0,5% de mon portefeuille pour cette société qui est très prometteuse, société française, donc est positionnée sur le secteur que j'aime beaucoup. Voilà, donc Néon. La deuxième valeur que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la société qui s'appelle Voltalia, donc c'est un concurrent de Néon, donc vous voyez, je vais me positionner sur les deux valeurs. Pourquoi je me positionne sur les deux valeurs? Tout simplement parce que c'est un secteur concurrentiel et c'est un secteur, comme je viens de vous dire, où on ne sait pas les leaders d'avenir. Donc là, je préfère d'être un petit peu diversifié, et donc même au sein de portefeuille PEA, même entre les valeurs françaises, je me fais une petite diversification, et vous allez voir que l'image technique, elle est très différente entre ces deux valeurs, et donc j'ai décidé d'allouer à chacune des deux une petite part dans mon portefeuille, et en tout, je vais avoir une exposition de 1%, 0,5% pour chacune de ces valeurs. Donc, c'est un concurrent direct, donc c'est un pure player qui peut devenir un jour une cible d'une OPA, comme Néon, pareil. Donc, et du coup, je voudrais avoir les deux dans mon portefeuille. Donc là, je vais comparer les ratios de Néon, de Voltalia par rapport à ce que nous venons de voir pour Néon. Donc ici, on voit que la valorisation, elle est quand même plus faible, malgré que vous allez voir que elle n'a pas tellement baissé. Donc on est moins de 10 ans de chiffre d'affaires pour atteindre le market cap de Voltalia. Bon, PER, encore une fois, ça ne représente rien. On voit que les marges grosses, bon, visiblement pour ce secteur, les marges brutes sont importantes, c'est normal. Et la marge nette, à peu près, on voit le même ratio entre la marge brute et la marge nette comme pour Néon. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, les rentabilités aussi. Bon, les rentabilités, on peut presque les ignorer, mais elles sont toutes positives. Donc c'est une catégorie C, c'est une entreprise qui a déjà des revenus et c'est une entreprise qui a déjà du chiffre d'affaires. Donc on est sur le même profil des entreprises. Ensuite, au niveau de l'endettement, donc ici je suis un peu plus rassuré parce que l'endettement il est moins important que ce qu'on a vu pour Néon. Pour Néon, c'est quand même beaucoup plus gros. C'est probablement ça d'ailleurs pourquoi Néon a trop baissé par rapport à Voltalia. Et bon, après, surtout l'image technique, vous allez voir que ça n'a rien à voir entre ces deux entreprises. Cette action, elle a subi une baisse également, donc suite à la baisse généralisée du secteur. Mais quand même, on arrive toujours à préserver la tendance haussière de long terme qui a été entamée en février 2020. Et cette tendance haussière n'est pas encore cassée, on est en train d'essayer de la casser, donc effectivement si on casse cette tendance, on peut vite aller descendre jusqu'à 18, jusqu'au support qui se trouve genre voilà, autour de 17 €. Mais dans tous les cas, pour moi ça ne me fait pas trop peur parce que je m'attends à la volatilité, donc faites quand même attention quand vous investissez dans les valeurs de la catégorie C ou la catégorie D, il faut toujours s'attendre à la volatilité importante. Parce que ce sont de petites valeurs et ce sont des valeurs où chaque actualité peut influencer largement la valorisation. Donc, gérez bien, encore une fois, comme je vous répète dans toutes mes vidéos, gérez bien votre exposition, votre poids de chacune des lignes dans votre portefeuille. Voilà, donc maintenant je vais faire pareil sur Guru Focus et regarder les données historiques de Voltalia.
Ici, nous avons beaucoup plus de données historiques que pour Néo, et là, c'est vraiment impressionnant. D'une année à une autre, on ne voit que la hausse du chiffre d'affaires, et en plus la hausse impressionnante. Donc, c'est une véritable société de croissance, donc ça, il n'y en a aucun doute. Pareil pour pour le profit brut, pour le EBITDA. Et ensuite, pour la marge brute, donc vous voyez, quand elle a démarré, elle était négative, donc cette société, elle était vraiment la catégorie DDD, même 10 fois D. Et donc là, à partir de 2008, elle est ressortie en positif de point de vue des marges, et là, ils ont préservé cette marge importante pendant plus d'une décennie. Voilà, donc marge opérationnelle, exactement, elle est devenue positive à partir de 2013, et elle a resté positive jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment un très bon signe, je trouve que cette valeur, elle est très très stable. Ensuite, au niveau des equity, donc on voit pareil que les fonds propres de l'entreprise ne cessent pas d'augmenter, sauf décembre 2020, mais ça c'était une année particulière. Et donc là, on voit que les actifs augmentent plus vite que les passifs, donc ça pour moi c'est un très bon signe. Vous voyez, pour les sociétés de la catégorie C, on ne peut pas regarder trop les ratios parce qu'on on a assez d'historique, mais le marché n'a pas encore d'historique lui-même. Donc c'est un nouveau marché, donc toute cette croissance des chiffres, on reste quand même dans les sommes relativement marginales. Donc, c'est pas comme des sociétés comme Total ou BP, on peut effectivement l'analyser le passé et voir comment cette société l'a comporté pendant une telle ou telle période de l'histoire économique. Ici, on peut pas faire ça parce que, bon, dans les années entre 2005 et 2010, même 2015, même si on regarde les chiffres, c'était presque une start-up et ça commençait à générer des revenus cohérents qu'à partir de quelques dernières années. Voilà. Donc, la deuxième valeur que je vais mettre dans le portefeuille PEA, ça sera Voltalia. Donc, je vous répète que dans la chaîne Telegram, je poste toujours au moment quand j'achète une valeur pour que vous sachiez à quel prix exactement je suis rentré sur le marché. Donc, et encore une fois, je vous répète que dans le portefeuille, ça va occuper uniquement 0,5% de poids de mon portefeuille total. Voilà, donc ça ne sera pas les grosses expositions parce que j'attends la forte volatilité pour ces valeurs. Voilà, donc, et la dernière valeur que je voulais vous présenter aujourd'hui s'appelle Amadeus IT. Donc, c'est une société espagnole et c'est une société qui est spécialisée dans l'automatisation du secteur du tourisme. Donc, évidemment, vous avez deviné que je veux parier sur la réouverture des économies parce que moi, je trouve que tous mes portefeuilles, tous les 3 portefeuilles que je vous présente ne sont pas suffisamment exposés à la réouverture d'économies et sur des valeurs traditionnelles. Bon, quand je dis les valeurs traditionnelles, évidemment, Amadeus IT, ce n'est pas une valeur traditionnelle parce que c'est une société qui ne fait pas partie du secteur du tourisme, même si elle est catégorisée ainsi par Bloomberg, par Boursorama et par toutes les places boursières où elle est cotée. Mais en réalité, c'est une société technologique. Donc c'est une société qui propose notamment tout un tas de services, notamment c'est un leader européen de la réservation des sièges dans les avions. Évidemment, cette société, il faudra la voir sous une prisme de la crise de Covid. L'année 2020 était difficile pour cette entreprise, mais cette activité va redémarrer. Donc, je ne suis pas tant persuadé que ça que par rapport au redémarrage des lignes aériennes, de redémarrage des hôtels, en tout cas dans leur état avant la crise du Covid. Mais dans tous les cas, tout ce qui est lié au tourisme, tout ce qui est lié à l'infrastructure de tourisme pour fournir les réservations dans les avions, dans les hôtels, dans tout ce secteur gigantesque, parce que forcément on va continuer à prendre des vacances, forcément on va continuer à voyager, et donc ces besoins vont forcément revenir dès que l'économie se rouvre. Donc ici, je n'ai pas de doute que cette société va retrouver leur marge d'avant, et notamment que leurs marges sont tellement importantes, comme vous allez le voir tout à l'heure, parce que cette société est un avantage concurrentiel, c'est un leader incontestable, il y a beaucoup de clients à travers le monde. Regardons les ratios, donc price to sales, aussi, ici nous sommes à presque 9 ans de chiffre d'affaires, mais c'est parce que l'entreprise a beaucoup perdu de chiffre d'affaires l'année dernière, donc normalement ce ratio devrait être beaucoup plus bas pour cette entreprise. Cette société elle était en perte dans l'exercice dernier, mais encore une fois pour les mêmes raisons. Ce qu'on va regarder en analysant cette entreprise, c'est les moyennes sur 5 ans. Comment cette entreprise elle était performante sur 5 dernières années, et on va prendre, on va dire, abstraction de l'année 2020, qui était très particulière. Donc, regardez la marge brute pour une société IT. Donc, vous voyez que c'est pas les hôtels, c'est pas les tourismes, c'est pas les compagnies aériennes, parce que
toutes ces entreprises que je viens de citer n'auront jamais la marge brute de 81%. 81%, c'est énorme. Pour le secteur de la tech, même pour le secteur de la tech, c'est énorme, mais ça montre que le potentiel est gigantesque pour cette entreprise. Donc, maintenant, nous regardons la marge nette. Déjà, la marge nette, elle a presque 20%. C'est juste excellent en moyenne sur 5 ans. Et c'est juste la dernière marge qui est négative parce qu'évidemment, l'entreprise a subi des pertes l'année dernière. Donc là, on ignore ce chiffre TTM et on tient compte uniquement de chiffres 5-year average. Ensuite, pareil pour les rentabilités. Regardez, la rentabilité, la dernière rentabilité, elle est négative parce qu'ils ont perdu de l'argent, mais la moyenne sur 5 ans, elle est de 34% presque. Ici, on tient compte de la dette, qui est d'ailleurs assez représentative, elle a plus de 116% de leurs fonds propres, donc c'est quand même assez important. Et si on tient compte de cette dette, on arrive quand même à 16% de la renta, et ça, c'est vraiment gigantesque. En tout cas, pour moi, tout ce qui est au-dessus de 10% sur le ROIC, sur le Return on Investment, pour moi, c'est vraiment des entreprises très rentables. Ici, on est largement au-dessus des 10%. Voilà. Donc, pour le dividende, on n'a pas grand-chose, malheureusement, donc, parce qu'évidemment, ils ont baissé le dividende, ce qui est normal pour une entreprise qui est bien gérée, de baisser les dividendes pendant une période difficile. Ils ne se positionnent pas comme un aristocrate de dividendes, mais portefeuille PEA, ce n'est pas un portefeuille rentier. Il y aura une autre vidéo la semaine prochaine là-dessus. Inscrivez-vous, n'oubliez pas. Et là, on va sélectionner les valeurs à dividendes. Ici, ce n'est pas une valeur à dividendes, donc du coup, ils ont fait une geste normale, donc s'il a eu une année difficile, ils ont coupé le dividende. Voilà, maintenant je retourne sur GuruFocus pour regarder un petit peu plus en détail sur les performances de Amadeus. Voilà, et là on peut s'amuser un petit peu plus pour regarder comment ça s'est passé pour cette entreprise les dernières décennies même. Donc vous voyez, donc à partir de 2006, nous avons des données. Et donc là, on voit que le chiffre d'affaires a été en augmentation constante, sauf l'année 2020. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, c'est tout à fait normal. Le operating income, ça c'est le résultat opérationnel, pareil, en augmentation. Donc ça, c'est le résultat en provenance de leur principale activité, donc leur automatisation du secteur du tourisme. Donc elle est en constante augmentation. Les marges ont été élevées pendant très longtemps. Donc il n'y a pas de problème. Donc elles sont stables les dernières années. Mais ici, on va faire un petit peu plus attention aux ratios, parce que l'historique des ratios ici fait du sens. Et nous voyons que ROI, Return on Equity, il était gigantesque, mais vraiment gigantesque. Quand ils ont démarré leur activité, visiblement, elle était tout seule sur le marché. Et à ce moment-là, ils ont réussi de gagner leur part de marché, s'installer comme une moite, comme une entreprise ayant des avantages concurrentiels, ce qui les a permis de maintenir leur marge à des niveaux extraordinaires pendant des années et leur marge très stable. Pareil pour le ROIC, donc là, on voit que le ROIC, il est resté au-dessus de 10% pendant les dernières années. Voilà, donc ça, c'est vraiment une entreprise que moi, je trouve très, très intéressante. Au niveau de valorisation, donc on voit que moi, je regarde beaucoup ce ratio EV/EBITDA, c'est la valeur d'entreprise vers l'EBITDA. Et nous voyons que cette valeur, elle est restée en dessous de 20. Pour moi, le 20, commence à être déjà assez bien valorisé. Ce n'est pas forcément cher, mais assez bien valorisé. Donc là, on était toujours en dessous de 20. Donc moi, je trouve que les cours actuels sont intéressants, même aussi par rapport à la valorisation. Là, maintenant, je vais regarder aussi le rating de GuruFocus. Donc là, on peut voir, ici, c'est quand même les chiffres qui sont faussés. Donc malheureusement, on ne peut pas trop se baser là-dessus parce qu'évidemment, ça tient compte de l'année 2020 qui était très difficile. Mais déjà, pendant l'année 2020, on n'était pas non plus catastrophique, donc on a perdu de l'argent. Mais en tout cas, on voit toujours encore les chiffres assez cohérents. Voilà. Et voilà, à la fin, la petite résumé de cette vidéo. J'achète deux valeurs du secteur des énergies renouvelables, c'est Neoen et Voltalia. J'achète une société Amadeus IT, société espagnole qui est spécialisée dans la digitalisation du secteur du tourisme. Ça, c'est mon pari évidemment sur la réouverture des économies. Par rapport aux actions qui sont actuellement dans le portefeuille Mind2Cash, je reste convaincu par bioMérieux. J'adore cette entreprise, je trouve qu'elle est très performante, elle a des ratios qui sont excellents et effectivement, il y a eu une certaine prime du Covid qui est partie et en plus, ils ont fait un profit warning, ils ont fait un abaissement d'objectifs de leur chiffre d'affaires et ça, c'était mal perçu
par le marché pour cette entreprise qui était déjà largement trop valorisée. Quand j'ai acheté des bioMérieux, je vous disais clairement que moi j'achète une valeur Covid. Je voulais être exposé sur des valeurs qui peuvent bénéficier, tirer des profits à partir de cette crise sanitaire. Et donc bioMérieux, c'était mon choix et moi je trouve toujours que c'est une excellente entreprise. Mais je ne peux pas augmenter mon exposition parce que je suis proche de mes 2%, mon exposition maximale, mon poids maximal que je peux allouer à bioMérieux dans mon portefeuille. Pour le reste, pas grand chose à dire. ST Micro, je crois au secteur des semi-conducteurs, donc ça c'est en fait. Je garde ST Micro dans le portefeuille. Si vous voulez, vous pouvez renforcer. Mais moi, j'ai déjà beaucoup des entreprises du secteur des semi-conducteurs dans mes autres portefeuilles. Donc, je pense que je vais me concentrer dans le portefeuille PEA sur d'autres valeurs, notamment les énergies renouvelables. Donc, maintenant, après que je vous ai présenté mes choix de ce mois-ci, vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi j'ai décidé de ne pas renforcer ST Micro. Parce que si jamais les marchés s'inversent actuellement, si la correction s'avère plus profonde, ce qui est probablement mon point de vue actuellement, probablement on aura des meilleurs prix encore pour ST Micro. OB, Alten, les deux STI un grand succès, c'est les actions récentes que nous avons achetées, donc évidemment je les garde. Euronext, c'est une opportunité, on pourrait augmenter si j'avais pas d'autres idées. Vous voyez, donc j'essaye de vous trouver des bonnes idées même quand les marchés sont plus hauts, donc j'espère que ça mérite un like. Donc là c'est vrai que c'est pas évident. Si on était pendant la crise, en pleine crise boursière, ça serait beaucoup plus simple. Aujourd'hui c'est pas évident. Boiron, pareil, j'y crois à ce spécialiste de la homéopathie malgré le déremboursement par la Sécu. Synergie, mais c'est vraiment la chance, donc 30% après un mois d'investissement. Pharmagest Interactive, excellente entreprise, mais elle était trop chère, donc quand on était à plus 50%, j'ai fait des avertissements que bon, c'est trop cher pour cette entreprise. Et donc là, je pense qu'elle est actuellement à les cours plutôt normaux pour cette entreprise qui a encore énormément de potentiel. Et Aquila, elle ne fait pas grand-chose, mais il a un bon dividende et surtout des bonnes performances opérationnelles. C'est ce qu'on aime chez Mind du Cash. N'oubliez pas un like avant de partir. Donc j'espère que cette catégorie de vidéos PEA vous plaît. Donc partagez cette vidéo à vos amis qui s'intéressent à la bourse, qui veulent se mettre à investir en bourse, et c'est une très bonne démarche patrimoniale. Donc je vous souhaite le meilleur, passez un bon samedi, à très bientôt et à demain pour le café du dimanche.